Bonjour, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On attend 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous. Donc on va démarrer cet épisode du jour. Donc bienvenue au Forum des solutions. Le Forum des solutions est proposé par le Village Baïséa Nord de France. L'idée du Forum des solutions, c'est de prendre une idée, un grand sujet et de l'investiguer en 4 épisodes. Voilà, 4 épisodes qui présentent chacun des expertises ou des expériences du réseau des villages, du réseau du Village Baïséa Nord de France. Alors, sur ce premier grand thème pour cette première saison, c'était le lancement de notre Forum des solutions, on échange autour des nouveaux modèles de management et d'organisation du travail. Et pour ce 4e épisode, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Priscilla et Olivier qui pourront témoigner de leur expertise et de leur expérience autour d'un sujet. Donc, le sujet du jour, c'est comment la gestion des talents et des compétences peut renforcer l'agilité des entreprises. Donc, sur le principe, Olivier et Priscilla vont vous présenter, vont vous dérouler leur expertise, leur expérience. Et puis, vous pourrez tout au long leur poser des questions via l'onglet Q&R que vous voyez en bas de votre écran. Il y a un petit onglet Q&R très facile à trouver en bas. Dès le début, vous pouvez poser vos questions et puis Priscilla et Olivier y répondront à l'issue de leur présentation, donc dans une petite vingtaine de minutes. N'hésitez pas. Sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Donc moi, je coupe le micro, je vous laisse faire. Priscilla et Olivier, je pense que Priscilla, c'est à toi de démarrer. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je vais tout d'abord vous partager mon écran. Et Claire, à la limite, je veux bien que tu nous confirmes que l'écran est bien partagé et que tout le monde voit mon écran au format de diaporama. C'est tout bon. C'est tout bon. Bienvenue à tous. Moi, je suis vraiment heureuse à double titre parce que nous avons, Léa, intégré le village Baïséa il y a, somme toute, pas si longtemps que ça, puisque c'était juste avant l'été, et que ça nous a permis de nous installer en plein cœur de cette belle région qui est la région Nord, dans laquelle mes associés et moi n'avions quasiment jamais mis les pieds auparavant, et on a vraiment eu un accueil formidable. Et pour le coup, ça nous paraît tout à fait normal d'être à vos côtés aujourd'hui. Je m'appelle Priscilla Rossi et je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Léa. Au plus profond de mon ADN et de mon ikigai, de ma raison d'être profonde, je suis depuis une quinzaine d'années entrepreneur au service de l'emploi et de l'employabilité. Et pour le coup, quand il s'est agi d'implanter mon siège social, il m'a paru tout à fait logique et naturel de l'implanter en plein cœur de la région qui lutte en faveur de l'emploi. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aux côtés de cette belle région. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient parler d'un sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce que finalement, on va parler de transformation. Et je suis une grande passionnée de tous les projets et programmes de transformation qu'on peut connaître. Et on va venir parler
de talent et de compétences. Ce que je vous propose dans mon intervention, c'est peut-être de faire un petit flashback en arrière et de revenir sur des notions d'histoire et un tout petit peu d'anthropologie et de sociologie. Mais quand on parle de ressources humaines ou de richesses humaines, on ne peut pas écarter les phénomènes sociaux et sociétaux. Et puis ensuite, on va essayer de venir zoomer sur le champ sémantique de c'est quoi un talent, pour venir derrière laisser la parole à Olivier qui, lui, va vous expliquer de façon extrêmement concrète et pragmatique comment est-ce qu'une fois qu'on a reconnu ce talent et qu'on l'a recruté, qu'on a eu la chance de l'onboarder, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir le gérer tout au long du cycle de vie de la collaboration pour servir un enjeu extrêmement important aujourd'hui, c'est la rétention des talents. Et puis, j'espère que vous aurez plein de questions à nous poser sur ces thématiques extrêmement enrichissantes. Alors, quand on veut faire un flashback, un retour en arrière, eh bien, on peut essayer d'aller se questionner. Et moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que finalement, le digital s'est invité dans nos business depuis le début des années 2000. J'ai la chance de participer à cette révolution digitale depuis les années 90. J'étais déjà dans l'IT au moment où on installait les premiers réseaux Internet, les premiers modems qui permettaient d'avoir des communications à distance. Et quelque part, ces transformations, il faut bien comprendre que ça a impliqué un changement de paradigme total. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant 20e siècle et puis il y a un après 20e siècle. Nous sommes et nous avons cette chance incroyable, je crois profondément, de vivre une mutation sociologique extrêmement profonde. Quand on regarde les frises historiques, finalement, nous sommes aujourd'hui à l'ère du sapiens sapiens et c'est une toute nouvelle espèce à l'échelle humaine et à l'échelle de la transformation humaine. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle pour se terminer à la veille de la Première Guerre mondiale? Il s'est passé une première révolution qui s'appelle la révolution industrielle. Lors de cette révolution, nous sommes passés d'un monde agricole à un monde industriel. Ça veut dire que pour la première fois, la première richesse de l'entreprise, c'était son outil de production. Et ça a été ancré dans nos mémoires cellulaires et ça a également ancré des modes de management. En mode de management, ça a ancré ce qu'on appelle les modes de management top-down, où on avait les patrons et on avait, j'ai envie de dire, l'exécution. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait en colonne vertébrale de tout cela? On avait de la physique classique, ce qu'on appelle le monde de la matière, le monde de l'infiniment grand qui venait encadrer tout ce mode sociétal dans lequel nous vivions. Et puis là, arrivent les années 2000, explosion d'Internet. Et qu'est-ce qui se passe? Nous vivons tous une révolution digitale. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence première? C'est que cette digitalisation, cette révolution digitale, elle a accéléré tout. Elle a accéléré nos façons de penser, nos façons d'agir, nos façons de réfléchir, nos façons de communiquer. Et très récemment, avec le coronavirus, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a même accéléré et modifié en profondeur nos façons de respirer. Et la conséquence de cela, c'est qu'on est passé d'un monde industriel à un monde digital. Ça veut dire que le capital humain est devenu la première richesse de l'entreprise. Et que depuis 100 ans, on voit que la physique quantique est apparue. La physique quantique, on ne vient pas ici faire un cours, mais c'est le monde de l'infiniment petit. La matière laisse place à des millions et des millions d'atomes qui viennent repousser toutes les limites de la compréhension humaine. Alors forcément, ces mutations et cette transformation profonde, elle a des répercussions et des conséquences absolument incroyables au niveau de l'entreprise. L'entreprise est en train d'engager, l'entreprise avec un E majuscule, pardonnez-moi, une révolution profonde et une transformation
profonde. Les DRH, direction des ressources humaines, que moi j'appelle direction des richesses humaines, car je suis dans le courant de la pensée philosophique de Michel Serres, est devenue centrale et les RH sont désormais au centre des COMEX dans les décisions stratégiques. Et quand on parle de contrôle de gestion aujourd'hui, il y a la gestion financière, oui, mais il y a également la gestion du capital humain. Et puis, eh bien, nos salariés, ils ont complètement changé. Le digital s'est inventé et invité dans leur vie. Nos salariés ont complètement cassé les codes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a toutes les nouvelles générations qui arrivent après les générations X dont je fais partie, les Y et les Z, qui nous poussent à réfléchir autrement, à penser autrement et à les accueillir et à les onboarder autrement. Et puis, en colonne vertébrale de tout ceci, qu'est-ce qui s'est invité? Le sens. Le sens, parce que quand la vie s'accélère, eh bien, on voit une explosion des gens qui partent, par exemple, en burn-out, des entreprises qui vont pas bien, des entreprises qui gèrent pas leur transformation. Et au milieu de tout ça, on a une vie sociale et sociétale qui n'a plus de sens et qui perd tous ces repères. Eh bien, je crois aujourd'hui que le sens est devenu l'urgence environnementale pour toutes nos entreprises et pour tous nos individus salariés qui, ensemble, forment la richesse de l'entreprise. Alors, l'attraction des talents, c'est un vrai sujet. J'en discutais encore ce matin, pardon, qui est extrêmement complexe parce que finalement, c'est quoi un talent? Eh bien, un talent, je crois profondément que c'est quelqu'un qui est aligné au niveau de ses valeurs et de ses exigences et de sa nature profonde avec la nature profonde du champ sémantique d'un poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est commercial ou quand on est développeur chez Ilamp, même si on utilise les mêmes technologies de développement et la même méthode de vente, on ne va pas recruter les mêmes personnes parce que derrière, on fait appel à des valeurs, des talents et des natures profondes et des singularités qui ne sont pas les mêmes chez Ilamp que chez Leia. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien chez Ilamp ou chez Leia, ça veut juste dire que derrière le champ déclaratif, aujourd'hui, il faut s'attaquer à la quête de sens. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a 3 sujets pour faire ça aujourd'hui. On a le digital. Utiliser l'intelligence artificielle, selon Golden Bees, ça augmente de plus de 53% la productivité dans les ressources humaines. L'humain, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société clivante et l'homme essaie toujours de dominer la machine ou l'homme essaie de dominer la nature. On le voit bien aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. La technologie, c'est une invitation pour l'humain à se recentrer sur son intériorité. Et du coup, il ne faut jamais oublier quand on veut faire du recrutement que derrière le mot ressources ou derrière le mot richesse, il y a le mot humain. Et ensuite de ça, la RSE. 82% des candidats considèrent qu'un recrutement idéal est un recrutement qui va mélanger technologie et humain et qui va permettre de donner de l'impact et du sens à sa vie. Ça veut dire qu'exercer sa responsabilité sociale et environnementale, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur et c'est sans doute un des points les plus importants pour pouvoir attirer des talents et des gens qui vont vibrer dans le même champ de résonance que vous. Et du coup, au milieu de tout ça, je crois que le recrutement de demain, le monde de demain, c'est un monde dans lequel notre économie capitaliste et matérialiste fait place à une économie vertueuse et circulaire par et pour le sens au travail qui va permettre pour la première fois d'aligner l'offre et la demande en matière d'emploi. Alors, ce nouveau paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible d'arrêter de recruter sur du déclaratif. Recruter sur du déclaratif, c'est faire matcher, que ce soit de façon humaine ou que ce soit de façon digitale, un CV. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis très grande, très belle, très truc. En vrai, je suis toute petite, avec
un profil de poste. Bonjour, on s'appelle Léa, on est la meilleure boîte au monde. Et ça marche pas. Et la véritable alternative en matière d'emploi et d'employabilité, c'est de combiner l'intelligence artificielle et l'humain en matière de RH pour pouvoir révéler à tous les individus leur plein potentiel et à toutes les entreprises le vrai champ sémantique de ce qu'elles recrutent et de leur raison d'être au sens loi pacte du terme. Et c'est ainsi qu'on peut équilibrer l'offre et la demande en matière d'emploi, de recrutement et de mobilité. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne et c'est ce que je fais tous les jours chez Léa et qui fonctionne plutôt bien. Je vous remercie et je vais laisser la place à Olivier. Merci Je beaucoup, vais arrêter ma Priscilla. présentation, pardon. Oui, pas de souci. Olivier, on te laisse aussi présenter à ton tour. Si vous avez déjà des Oui, questions voilà, s'il y a déjà des la petites présentation questions. de Priscilla, n'hésitez pas à les noter, on y reviendra ensuite en tout cas, mais Ok, Olivier, on on revient te aux laisse questions poursuivre. après. Ouais, Ok, plutôt. Ça marche, on te laisse poursuivre. parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Olivier Roux, je suis un des cofondateurs d'Ilamp et son président. Je vais intervenir effectivement sur ce forum des solutions, notamment sur la partie compétences. Tout simplement parce qu'on parle beaucoup de compétences actuellement dans les entreprises pour permettre de mieux connaître les collaborateurs, pour finalement entrer dans une connaissance individuelle des personnes, arrêter de les enfermer aussi dans leur métier. C'est un vrai sujet actuellement avec les métiers qui évoluent en permanence et qu'un humain, effectivement, c'est énormément de compétences, d'expertise qui ne sont pas forcément celles de son poste. Et il est intéressant maintenant, dans l'approche compétences, de créer une souplesse au sein des entreprises. Permettre aux entreprises de connaître toutes les compétences dont elles ont besoin en tant qu'entreprise pour fonctionner. Et évidemment, pour le collaborateur, de connaître tout simplement toutes ses compétences en tant qu'humain. Très rapidement, pour la petite histoire d'Ilamp, donc nous, on est une entreprise qui a maintenant plus de 5 ans. On est effectivement au village Baïséa, Nord de France. Voilà, et donc dans notre histoire, on a signé avec un certain nombre d'entreprises comme Bouygues Construction, Eurotunnel ou SPI, ou Naval Group ou Areva récemment. Donc voilà, et à chaque fois, le sujet, c'était toujours le même, c'est comment rentrer dans une connaissance fine et individuelle de l'ensemble des compétences et des expertises des collaborateurs. Alors, l'idée, c'est de faire un premier point sur où on en est sur les compétences et la connaissance des collaborateurs en 2021. Tout simplement parce que le sujet est énormément abordé, le sujet de la compétence est énormément abordé au sein des entreprises, mais en fait, on est encore très loin d'une maturité, on va dire, sur le sujet. Un exemple tout bête qu'on voit par rapport à cette problématique de maturité, c'est que, par exemple, cartographier les compétences de mes collaborateurs ou mieux gérer les compétences de mes collaborateurs, c'est un moyen et pas une fin en soi. Et on le voit très bien quand nous, on échange, en tout cas avec nos clients, et c'est que parfois, ils vont vous dire, j'aimerais bien avoir un outil pour gérer mon recrutement, un outil pour gérer ma formation, et j'aimerais bien avoir un outil pour gérer mes compétences. Mais quand ils disent ça, en fait, ils n'ont pas encore indiqué ce qu'ils voulaient faire à travers ces compétences. Voilà, donc il y a aussi ce problème de maturité qui est que les entreprises ont tous conscience maintenant qu'il faut mieux connaître individuellement les collaborateurs, leurs compétences et leur expertise, mais il y a encore un certain nombre de difficultés à exprimer l'usage de cette connaissance. Alors, vous allez voir, il y en a hein, évidemment, mais c'est encore un sujet naissant. Un exemple tout bête que ce sujet est encore naissant, on peut le voir sur le marché des éditeurs SI et RH, que c'est tout récemment qu'ils commencent à innover en termes de compétences. Ce n'était pas du tout leur sujet jusqu'à maintenant. Il y a certains des gros éditeurs SIRH qui ont déjà racheté, par exemple, des solutions spécialistes sur les compétences comme Ilamp, et d'autres qui font des développements en interne. Donc voilà, le sujet est aussi naissant, y compris au sein des gros éditeurs installés sur le marché au niveau SI et RH. Enfin, un dernier sujet qui est quand même important à noter,
Il y a Gartner qui a sorti son rapport annuel sur le top 5 des priorités en 2021 pour les leaders RH, et c'est une étude monde. Et en fait, la gestion des compétences est devenue pour la première fois la priorité numéro 1, en tout cas d'après cette analyse Gartner, pour les leaders RH dans le monde. Alors, c'est sûrement aussi dû peut-être à la crise où il y a une reconcentration des entreprises sur ces compétences en interne, et donc mieux connaître les compétences de mes collaborateurs est aussi un sujet prioritaire. Et aussi, c'est mieux connaître mes compétences de mes collaborateurs, ça va être de les faire monter en compétences, d'où le terme en ce moment de upskilling, reskilling, on va dire à l'international. C'est je connais bien individuellement mes collaborateurs, d'ailleurs 68% des DRH effectivement interrogés en faisaient une priorité, de faire monter en compétences mes collaborateurs. Il y a aussi un autre enjeu qui est que mieux connaître mes collaborateurs, il y a enfin une prise de conscience sur le fait que ça va permettre d'accélérer les opérations et le business. Alors que jusqu'à maintenant, le sujet compétences avait une tendance à être un peu enfermé dans les sujets uniquement de carrière et de mobilité interne, donc plus ou moyen long terme pour l'entreprise et pour le gain que ça peut apporter. Il y a aussi, en fait, finalement, directement un enjeu opérationnel à connaître individuellement les collaborateurs en termes de compétences et d'expertise. Petit point aussi sur l'IA dans la RH et notamment aussi sur les compétences pour, en tout cas, donner là où on en est, je pense, en termes d'intelligence artificielle. Alors, c'est toujours le même problème. L'intelligence artificielle, c'est une grosse valise dans laquelle on met beaucoup de petits sacs. C'est-à-dire que vous avez donc la big data, le machine learning, le deep learning, bref, il y a plein de termes dans l'intelligence artificielle. Et en fait, la réalité actuellement de l'intelligence artificielle, en tout cas au sein de la RH et encore plus au sein de la compétence de ce que je peux vous donner, c'est qu'actuellement, effectivement, maintenant, on a des capacités technologiques, par exemple à partir d'un CV, à partir d'une fiche de poste, à partir d'une formation, à partir d'un projet, de deviner à l'intérieur du texte quelles sont les compétences, par exemple, détenues. Mais il faut faire toujours attention parce que un algorithme, ça reste un algorithme. Et si vous ne lui donnez pas un minimum de contexte, il pourrait vous deviner plein de choses qui, sur le papier, sont une réalité pour l'algorithme comme étant des compétences pertinentes dans un emploi, mais dans le contexte de l'entreprise, ça va être moins pertinent. Donc, il y aura toujours un enjeu aussi de contextualiser ce que j'appelle moi la langue de l'entreprise, quelles sont les compétences de l'entreprise utilisées à l'entreprise, et qu'il faut éviter de trop s'éparpiller non plus dans toute la détection que peut avoir l'intelligence artificielle. Il y a aussi un sujet qui est abordé par rapport à l'intelligence artificielle, en tout cas dans le milieu RH, c'est est-ce que l'intelligence artificielle a la capacité de deviner des tendances marché sur des métiers, de dire que d'ici 5 ans, il faudra tant de data scientists ou autres, et que ça sera le métier numéro 1. Quelles sont les compétences de demain du commercial, du comptable, etc. Là, par exemple, je vais être un peu plus sceptique. C'est-à-dire qu'au mieux, on peut mettre une intelligence artificielle qui va analyser des offres de poste et voir un peu quelles sont les tendances à court terme, en fait, en termes d'emploi sur tel ou tel métier. Après, une intelligence artificielle qui va dire que dans 5 ans, ce métier-là sera le métier numéro 1. Je pense qu'il y a 1 an et demi, personne n'aurait deviné qu'il fallait construire, fabriquer du plexiglas ou des masques ou du gel hydroalcoolique. Donc là, je suis un peu plus sceptique sur une intelligence artificielle à long terme sur les tendances métiers. Par contre, il y a des très bons observatoires de métiers qui appartiennent souvent aux branches professionnelles, qui vont faire aussi des analyses très intéressantes sur les tendances globales au niveau d'évolution du marché. Aussi un autre sujet qui est un sujet spécifiquement peut-être on va dire RH, mais quand même, c'est actuellement le sujet compétences apporte une question qui est essentielle, c'est quelle est la différence entre ce que j'appelle la compétence évaluative versus la compétence déclarative. C'est tout simplement que dans un entretien, lorsque vous voulez évaluer vos collaborateurs, qui est une relation d'ailleurs plutôt top-down avec vos collaborateurs, vous avez une tendance à décrire les compétences de manière très évaluative. C'est-à-dire que
il sait manager son équipe avec rigueur. Voilà, bon, ça, c'est une façon de décrire la compétence. Mais quand vous êtes dans un cadre déclaratif, vous n'allez pas dire « moi, je sais manager une équipe avec rigueur ». Vous allez plus être dans des mots-clés comme le management d'équipe, la gestion de projet. Donc, il faut faire attention sur la façon dont on décrit les termes au sein des entreprises en termes de compétences, parce que si vous voulez rentrer dans une liberté en fait, de l'autodéclaration ou du collaboratif, où tout le monde va s'approprier la compétence et notamment les opérations, le terrain, qui va devoir tous les jours travailler avec les compétences. Si on continue à décrire les compétences de manière trop évaluative, bah, ça restera un sujet RH enfermé pour les RH, pour l'évaluation, pour les entretiens annuels, et ça ne s'ouvrira pas à toute la richesse que peut apporter les compétences en entreprise. Donc, il y a un vrai enjeu à un moment de parler la langue des opérations et ne pas uniquement être dans un cadre de l'évaluation du poste une fois par an, qui en plus a une tendance à enfermer le collaborateur dans quelques compétences macro et qu'il est hyper intéressant de rentrer dans la finesse et des compétences individuelles. Voilà, je finis tout simplement pour citer quelques-uns de nos clients phares à ce sujet-là et je suis preneur de vos questions avec Léla. Merci Olivier, merci à tous les deux. Donc effectivement, n'hésitez pas encore à poser vos questions via l'onglet Q&R en bas de votre écran. Moi, j'en ai peut-être une première qui est un peu commune à vous deux, j'ai l'impression. Vous avez parlé d'IA, d'intelligence artificielle, forcément tous les deux, vos solutions s'appuient dessus. On comprend bien que c'est un véritable levier qui rend possible un tas de choses finalement. Et est-ce que vous avez des alertes finalement? Alors, j'ai entendu par exemple, Olivier, tu disais attention, il faut, j'ai noté, ensuite traduire dans la langue de l'entreprise. Finalement, est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'il y a l'IA, l'humain? Enfin, vous voyez un peu qu'est-ce que vous en diriez? Et l'un et l'autre. Alors, d'un point de vue vraiment purement sociologique, et en plus, on est vraiment dans une période qui nous incite à réfléchir à cela, je pense qu'il faut faire très attention au transhumanisme. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on reste un humain? Il y a deux choses. Ce qui fait qu'on reste humain et que pour l'instant, la machine ne peut pas encore prendre totalement le contrôle sur nous, c'est deux choses. Un, c'est que ce sont des humains qui programment et donc, malgré les biais algorithmiques, on peut encore débrancher les machines. Je vous rappelle que ça s'est passé il y a 4 mois chez Google, aux États-Unis, parce que les algos de Google commençaient à prendre une telle importance qu'ils commençaient à réfléchir plus vite que l'humain et donc ils ont été obligés de débrancher. Deuxième sujet sur lesquels on bosse avec le CEA, qui sont des sujets incroyablement passionnants. Tant qu'une intelligence artificielle n'est pas capable d'avoir un réseau cognitif humain, ça veut dire tant qu'elle n'est pas douée, tant qu'elle n'est pas dotée d'émotions primaires et d'émotions sociales et qu'elle n'est pas capable de rire, de pleurer, de danser, d'exprimer sa joie, sa colère, sa haine, sa peur, eh bien, nous resterons des humains. Et il faut vraiment faire attention à là où on place la barre, je pense, pour de vrai, parce que oui, encore une fois, tout est une question de coexistence et d'arrêter les clivages. Il faut vivre avec et pas vivre contre, parce que sinon, effectivement, on va vivre une révolution à la mode Matrix ou Terminator, que j'adore dans les films, mais qui n'est pas ce que, en tout cas, Priscilla Rossi souhaite pour ses enfants et pour l'évolution de la race humaine. Donc, je pense que la limite, elle est là. Ok, merci Priscilla. Est-ce que Olivier, tu veux en parler à ton niveau? Ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai un regard assez froid d'ailleurs sur l'intelligence artificielle parce que actuellement, il faut vraiment vous dire que l'intelligence artificielle, c'est des machines qui ont la capacité, en fait, à force, si je caricature, mais à force de voir des parties d'échecs, des parties de Go ou des petits chatons, de comprendre un peu les tendances et de les reproduire ou d'apprendre. Mais c'est vrai que c'est souvent des apprentissages dans un contexte très, très précis, très, très cadré. Et c'est pour ça que ça marche. Et en fait, on est très loin d'avoir quelque chose, en fait, d'intelligent pour l'instant. En fait, c'est plutôt des brutes, des athlètes super entraînés sur une jambe
Et voilà, c'est pas, on est très loin en fait d'avoir une finesse, je trouve. Donc, en tout cas, là, je me cantonne d'ailleurs à donner mon J'adore les avis ou questions. mon expertise sur l'IA dans le cadre de la RH et dans les sujets que je traite. Hein. Je ne suis pas expert de l'IA de manière générale, mais en tout cas, je le vois dans le milieu RH qu'en fait, on est sur des choses encore assez simples et que c'est plus un outil qui facilite rapidement de faire matcher une offre de poste avec un collaborateur. Voilà, point, en fait. Ça marche, merci. J'ai deux Pour... questions qui me plaisent beaucoup. Je ne sais pas si je peux y répondre. Vas-y, Priscilla. J'adore. Alors vraiment, là, vous venez frapper sur des... je vais vous donner vraiment une réponse personnelle. Hein. Quelle sera, selon vous, la prochaine révolution? Je crois que ce sera la révolution de la nature et que nous sommes en train de la vivre. On a toujours plusieurs façons d'appréhender des crises, des histoires, des épreuves, qu'elles soient sociales, personnelles, individuelles, collectives. Et on a toujours la possibilité de regarder les situations autrement. Et je crois qu'on est en train de vivre des mutations sociologiques extrêmement fortes et profondes et qu'il y aura un monde après le coronavirus, un monde moins matérialiste, un monde dans lequel nous serons plus en harmonie tous avec la nature. Et je pense que la prochaine révolution, elle sera plus douce. Voilà. Mais je suis une grande optimiste. Claire me connaît bien et en tout cas j'adore, j'aimerais beaucoup poursuivre cet échange avec vous et sur quoi s'appuie l'IA pour faire matcher un talent en quête de sens vers la bonne entreprise. Je vais vous parler pour Léa, là pour le coup, pardonnez-moi. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Serres. Michel Serres est un homme extraordinaire. Au-delà d'être un grand philosophe académicien, c'est aussi un épicurien qui aimait la bonne chair dans tous les sens du terme et qui a inventé à la demande du gouvernement bérégovois avec Michel Autier, qui est mon associé, un algorithme qui s'appelle l'arbre des connaissances et qui permet, au bout de 30 années de R&D, de façon extrêmement bluffante, d'offrir à tout individu, soit en quête de sens, en quête d'emploi, en quête de stage, en quête d'alternance, peu importe, ou même de CDI, qui permet de lui révéler quels sont ses talents, quelle est sa nature profonde professionnelle. Et pour ce faire, on ne s'appuie pas du tout sur les méthodes cognitives classiques qu'on peut rencontrer dans un DISC, un ProcessCom ou un MBTI. On vient vraiment s'appuyer sur la théorie du blason. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Ça, on est vraiment sur de l'algorithme, pour reprendre les propos d'Olivier. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. Les travaux qu'on fait en intelligence artificielle, on les fait avec le CEA et ils vont nous permettre de prépositionner n'importe quel individu sur un radar GPS des talents sans qu'ils aient eu à vivre l'expérience Léa et sans qu'on ait eu à leur offrir leur bilan des talents et des compétences. Ça, c'est vraiment des gros travaux de R&D qu'on est en train de faire ici à Lille avec le CEA Tech. Merci Priscilla, super. Et donc, juste une précision sur les solutions proposées par l'EIA. Donc, elles s'adressent bien à l'individu, on le comprend bien. Est-ce qu'elles peuvent aussi s'adresser finalement à un service RH qui, voilà, dans une grosse boîte qu'on imagine, Bien sûr. Voilà, la mobilité, oui. Bien sûr. Ça veut dire qu'au niveau donc de l'entreprise, bien entendu, parce que nous ne sommes pas que philanthropiques, ça ne fonctionne pas. La monnaie symbiotique n'existe pas encore, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Tous les services que nous offrons à l'individu et à l'être humain, c'est justement parce qu'on a effectivement une compensation mutualiste par abonnement des entreprises qui nous font confiance pour recruter autrement, pour recruter donc sur un champ de valeur, d'exigence et de talent, et qui, elles, payent un abonnement pour qu'on leur trouve les bons candidats en quelques clics à partir du moment où elles ont créé avec nous leur référentiel métier. Super, merci Léa. Merci, pardon Priscilla, excuse-moi. Je ne suis pas Léa. Oui, mais tu l'incarnes tellement bien. Merci. Alors, une question pour Olivier cette fois, d'un spectateur qui nous demande, alors tu sais, on parle souvent des métiers de demain, comment finalement la solution e-lamp, elle peut faire le lien avec les compétences qui sont obsolètes
plus ou moins en passe de l'être. Et puis, c'est à l'avenir chez tes clients. Est-ce que tu vois ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des applications d'e-lamp qui le permettent? Alors, nous, premièrement, ce qu'on fait, c'est cartographier les compétences internes à l'entreprise et donc internes à l'entreprise par ses collaborateurs. Ça, vu que nos spécialités, c'est vraiment la connaissance individuelle des collaborateurs dans une entreprise, ça nous permet indirectement de cartographier l'ensemble des compétences détenues à date par une entreprise. Connaître les compétences à date d'une entreprise, ça permet aussi d'identifier quelles sont les compétences rares dans une entreprise. Maintenant, la grande question toujours, c'est est-ce que ces compétences rares sont des compétences critiques pour l'entreprise? Vous pouvez imaginer avoir une rareté de certaines compétences parmi vos collaborateurs dans votre entreprise et pourtant cette compétence n'est plus critique pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de faciliter la détection des compétences rares et après, c'est à l'entreprise aussi, en fonction de sa stratégie, et ça, on ne peut pas la deviner en tant qu'outil, ni une IA peut deviner une stratégie d'entreprise, deviner quelles vont être les compétences critiques parmi les compétences rares. Donc, par contre, quand le client connaît ses compétences, en tout cas stratégiques, et détecte ses compétences critiques par sa stratégie, peut flaguer ses compétences rares et critiques. Et nous, on facilite en fait chez le client de maintenir ces compétences-là en détectant, en créant des alertes, en disant attention, vous avez un risque de perdre une compétence critique. Et donc, c'est soit des actions de formation, soit des actions de recrutement ou d'autres qui peuvent être mis en œuvre, en tout cas pour maintenir ces compétences-là. Par rapport aux compétences d'avenir, ça c'est pareil, c'est-à-dire que on peut, nous, se documenter sur des observatoires, des analyses, des tendances et remonter à l'entreprise par notre outil que telle ou telle compétence est une compétence qui est plus ou moins d'avenir, en fait, de manière globale sur le marché du travail. Par contre, rien n'est dit qu'une compétence qui est globalement d'avenir sur le marché du travail est une compétence d'avenir pour une entreprise en particulier avec sa stratégie particulière en tant qu'entreprise. Donc, au mieux, on suggère, on inspire, mais à aucun moment on définit et on est capable de dire que cette compétence est une compétence d'avenir pour l'entreprise. C'est à elle aussi, en fonction de sa stratégie, de deviner et d'en déduire. Et nous, on facilite en fait ces déductions-là plutôt. Quelles sont ses réelles compétences en fait d'avenir? Évidemment, là, l'idée, c'est de cartographier l'ensemble des compétences dans l'entreprise qui vont être plutôt décroissantes en termes d'intérêt pour l'entreprise et faire amener les collaborateurs ayant ces postes et ces compétences décroissantes vers des métiers et des compétences en croissance. Et là, en fait, notre outil va faciliter ce calcul d'écart en fait, entre la population à l'instant T et la population de l'entreprise que doit être à l'instant T plus 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de sa stratégie et faciliter en fait l'accompagnement des collaborateurs de l'entreprise et de l'entreprise donc de manière générale vers cette évolution de son bassin de ressources en termes de compétences vers les bonnes compétences qui ont été définies. Ok, super. Bah, très bien. Merci pour ta réponse, Olivier. Alors, on arrive au terme de cet épisode. Si vous avez une dernière question à poser, n'hésitez pas à le faire. Sinon, moi, j'en ai une dernière. Euh, Par curiosité, est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Là, on le voit tous, hein, la démocratisation du travail, du télétravail, pardon, explose forcément. Donc, on est un peu bousculé finalement dans nos façons de travailler et dans nos liens avec nos entreprises. Comment peut-on faire pour fidéliser finalement? Est-ce que vous avez des astuces, des bonnes pratiques pour qu'à terme, on ne devienne pas finalement des consultants qui, bah voilà, moi, je peux embaucher. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller embaucher dans le sud, d'aller embaucher dans d'autres pays? Enfin voilà, vous voyez un peu le principe, comment aujourd'hui on peut fidéliser dans un contexte de télétravail qui explose comme il le fait.
Ça vous laisse sans voix. Non, ça ne me laisse pas sans voix, mais je pense qu'encore une fois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est lié à l'ADN et c'est lié au sens et c'est lié à la raison d'être de chaque entreprise. Encore une fois, moi, je vais parler que de nous. Moi, j'ai aucun contrat de travail en télétravail. Pour autant, mes collaborateurs, ils font du télétravail quand ils le souhaitent. Et on se rend compte que effectivement, quand les interactions, elles sont là, alors moi, je ne crois pas du tout au bonheur au travail. Le bonheur, il est à l'intérieur. Par contre, quand les conditions sont réunies pour que le collaborateur, il soit bien quand il vient travailler, il a envie de venir travailler. Quand il a envie d'être chez lui, il est chez lui. Moi, je ne vais pas m'empêcher de recruter quelqu'un. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui est connecté là, qui va se reconnaître au webinaire. J'ai recruté quelqu'un en Suisse. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est venu travailler, qui avait extrêmement envie de venir travailler chez les gars. J'étais extrêmement frappée moi aussi. Et que quand il s'est agi que Émilie, pour ne pas la nommer, reparte en Suisse, je lui ai dit, mais tu repars en Suisse, mais tu repars pas sans nous. Et du coup, elle vient très régulièrement. Alors là, elle ne peut pas parce qu'on a fermé les frontières, mais je crois que c'est vraiment de la volonté collective. Je crois beaucoup à une société déclivée et j'en parle avec beaucoup de passion parce que c'est pas télétravail ou pas télétravail, c'est les hommes et les femmes qui constituent le système vivant qui font que, eh bien, on coexiste, on collabore, on contribue ensemble à l'intérêt général. Et je crois que quand on fait ça, ça se passe extrêmement bien dans les entreprises et de façon pragmatique. On n'est pas non plus au pays des bisounours, mais ça se passe très bien. Donc, en fait, il faut s'ouvrir. Le digital a tout accéléré, nous force à penser autrement, réfléchir plus vite. Et c'est ce qu'il faut faire aussi avec le télétravail. Et il ne faut pas le voir aujourd'hui comme un frein ou comme une opportunité. Il est là, il est en fait. Et donc, il faut vivre avec. Super, merci. Merci Priscilla. Olivier, on te laissera peut-être le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet. Sur la rétention sur la fidélisation des collaborateurs, oui, nous, en tout cas, c'est quelque chose souvent de très personnel. Alors après, la problématique, c'est que nous, si je parle d'Ilamp, on est encore une petite structure, donc c'est très lié à l'humain, aux échanges humains et au sens qu'on donne aux missions de chacun. Là, sur ça, j'y crois beaucoup. Mais c'est avant tout des relations humaines qui font qu'en tout cas, ça fonctionne. Après, dans les grosses structures, je ne sais pas à quel point. Je pense que ça reste l'humain et la relation avec son équipe, malgré tous les outils qu'on peut mettre autour, clairement. Super, merci. Bon, alors merci à tous. Merci tout d'abord, bien sûr, à Priscilla et Olivier. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Le replay sera disponible très vite, dès lundi, je pense, sur notre compte LinkedIn au niveau Village by CNR de France. Et on a un dernier épisode la semaine prochaine sur le sujet des nouvelles méthodes de management et d'organisation du travail, qu'on organise cette fois avec l'un de nos partenaires qui s'appelle Junia. HEI-SAICEN, anciennement INCREA, pour ceux qui ne connaissent pas encore le nouveau nom. Et là, on fera un parallèle avec les techs et les nouvelles méthodes d'enseignement. Un parallèle intéressant à faire en termes de management aussi et d'accompagnement des salariés au travail. Donc, merci à tous. Belle journée et en espérant que ça vous ait plu. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.